Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur le modèle des 5 forces de Michael Porter. Ce modèle permet d'analyser la concurrence au sens large. Dans cette vidéo, nous aborderons 3 des 5 forces du modèle de Porter, à savoir la rivalité intrasectorielle ou encore intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des fournisseurs ainsi que le pouvoir de négociation des clients. Nous aborderons la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution dans une vidéo suivante. Alors pour rappel, ce modèle est aussi appelé le modèle de l'analyse de la concurrence au sens large, car au lieu de se cantonner à analyser uniquement les concurrents dans l'industrie, qui correspondent à une des 5 forces, à savoir l'intensité concurrentielle, Michael Porter pousse à s'intéresser à tous les intervenants économiques qui sont susceptibles de réduire la capacité des entreprises du secteur à générer du profit dans le secteur lui-même. Alors ces 5 forces, il s'agit de la rivalité intrasectorielle ou l'intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace des nouveaux entrants et enfin la menace des produits de substitution. Alors je vous propose maintenant d'aborder chacune de ces 5 forces qui constituent le modèle de Michael Porter. Alors tout d'abord, la rivalité intrasectorielle. La rivalité intrasectorielle traduit l'intensité concurrentielle entre les entreprises. Plus la rivalité intrasectorielle est forte, moins l'industrie est attractive. Plusieurs facteurs sont très utiles pour aborder cette rivalité entre des concurrents dans le secteur. L'équilibre des forces en présence, à travers l'analyse de la taille des concurrents, leur nombre, la concentration relative, que l'on peut étudier en examinant par exemple la part de marché détenue par les 5 principaux concurrents dans le secteur donné. Un autre facteur, c'est le taux de croissance du marché, qui permet des profits plus importants en phase de croissance. Ou encore les coûts fixes élevés ou les difficultés de stockage qui rendent l'industrie moins attractive. On peut aussi analyser la possibilité de différenciation entre les produits ou services des concurrents, qui constitue un facteur influençant l'intensité concurrentielle. Ou encore la diversité des concurrents, car plus les concurrents sont semblables, plus les comportements de collusion tendent à se développer. On observe d'ailleurs ce phénomène, par exemple, dans le secteur automobile. Et enfin, il est utile aussi d'examiner ce que l'on appelle les barrières à la sortie, c'est-à-dire l'ensemble des obstacles rencontrés par une entreprise qui cherche à quitter un marché qui n'offre plus de perspectives rentables. Alors ces barrières peuvent prendre des formes très différentes, telles que des investissements de départ qui ne sont pas récupérables, ou des actifs spécifiques, des coûts de licenciement ou des coûts d'assainissement d'un site par exemple. Alors pour rester dans le secteur aérien, même si une compagnie aérienne fait faillite, on observe souvent que de nouveaux capitaux sont apportés pour que ces entreprises poursuivent leurs activités dans l'industrie, parce que les barrières à la sortie sont très élevées. En effet, les avions sont des actifs spécifiques qui ne peuvent être utilisés que pour transporter des personnes et des marchandises par voie aérienne. Et donc elles ne sont pas facilement recyclables. De plus, si les avions ne volent pas, elles perdent leur valeur. Et enfin, il existe aussi des pressions politiques et des pressions sociales en termes d'emploi, en termes de dynamisme économique du pays, qui fait que les gouvernements sont très sensibles à cette industrie et donc ils vont jouer un rôle dans le développement de cette industrie parce qu'elle a des impacts socio-économiques. Alors selon Porter, plus un secteur présente une intensité concurrentielle forte, moins il sera attractif, car la rivalité intrasectorielle limite la capacité de générer du profit dans le secteur. Passons maintenant au second facteur, le pouvoir de négociation des fournisseurs. L'attractivité et la rentabilité d'une industrie dépendent du pouvoir de négociation des fournisseurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est élevé quand ils sont peu nombreux et concentrés.
C'est le cas dans certaines industries, comme par exemple l'industrie diamantaire. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est élevé quand les coûts de transfert sont élevés. Alors le coût de transfert, c'est ce que cela coûte à une entreprise client de changer de fournisseur. Et il peut prendre des formes multiples, comme des coûts financiers, mais aussi des coûts émotionnels, étant donné par exemple l'ancienneté des relations commerciales entre les deux entreprises. Ça peut aussi être des coûts commerciaux, notamment de recherche de nouveaux partenaires, ou encore des coûts juridiques liés à la rupture d'un contrat, ou des coûts liés à des soucis de qualité avec un éventuel nouveau fournisseur. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est également élevé lorsque la qualité liée du produit ou du service est forte. Alors pour l'illustrer, prenons la relation fournisseur et entreprise-client à travers la société Intel. La qualité perçue du produit final, l'ordinateur, est directement liée à ses composants, et non à un de ses fournisseurs qui est Intel. La preuve, c'est que la marque du microprocesseur est mentionnée explicitement sur l'ordinateur, sur le produit final. Vous aurez compris que le pouvoir de négociation des fournisseurs repose essentiellement sur le degré de dépendance de l'entreprise client vis-à-vis de son fournisseur. Plus le secteur est dépendant des fournisseurs, moins il sera attractif, car les fournisseurs vont capter une partie de la rente et des profits générés dans le secteur. Passons à l'analyse du pouvoir de négociation des clients. L'attractivité et la rentabilité d'une industrie dépendent aussi du pouvoir de négociation des clients. La concentration des clients leur confère un pouvoir de négociation élevé. Mais le pouvoir de négociation des clients est aussi élevé quand le coût de transfert est faible. Il s'agit du même concept que pour l'analyse des fournisseurs. Alors voilà une petite illustration d'un coût de transfert émotionnel fort pour un client. Qui parmi vous travaille avec un ordinateur Macintosh? Si vous êtes client d'un Mac, il est fort probable que le coût de transfert pour passer à l'achat d'un PC sous Windows sera relativement élevé. Alors le pouvoir de négociation des clients est également élevé lorsqu'il existe différentes sources d'approvisionnement et de substitution, ce qui permet alors de mettre les fournisseurs en concurrence. Le pouvoir de négociation des clients sera également élevé quand il représente une part importante du coût complet du produit ou du service offert. Vous aurez compris que plus le pouvoir de négociation des clients est élevé, moins le secteur sera attractif, car les clients vont capter une partie de la rente et des profits générés dans le secteur, tout comme les fournisseurs l'avaient fait.